En fait, on est aimé à un tout petit endroit de nous, c'est celui qu'on met en lumière. Et ça fait chier, quoi, de voir que toute l'autre partie de nous, celle qu'on a mis dans l'ombre, eh bien, en fait, on l'a mis dans l'ombre parce qu'elle n'était pas aimée, elle n'était pas accueillie quand on était petit, selon notre cellule de crise. Et donc, on a appris à la mettre de côté et à ne plus l'aimer. Salut les curieuses, salut les curieux. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir à nouveau rendez-vous avec Daniel Morel. En effet, nous avions déjà eu la chance d'échanger ensemble lors d'un rendez-vous passionnant autour de l'énéagramme, dont je te laisse le lien dans la description. Après cette rencontre, nous sommes restés en contact, j'ai continué à suivre son travail et je suis vraiment ravi de l'accueillir aujourd'hui pour aborder une question capitale, celle de notre rapport à l'ego et de ses répercussions sur notre existence et notre mode de vie. Bonjour Daniel et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir, Mathieu. Merci beaucoup pour cette invitation. On avait déjà passé, comme tu le dis, un bon moment ensemble. On a gardé le contact, on a gardé le lien. Moi aussi, je suis ce que tu fais, à la fois dans ton travail d'accompagnement, puis dans ton travail d'artiste. Et je suis très heureux qu'avec Gaëtan, on soit encore là. Ensemble à vouloir échanger sur un sujet qui est la continuité de l'énéagramme puisque ça s'appelle l'ego et l'énéagramme sans l'ego, je pense qu'on peut pas comprendre grand chose. Voilà. Super. Je me régale d'avance, mais j'aimerais faire un petit détour pour présenter Gaëtan qui sera en régie durant toute l'émission et qui viendra à la fin pour nous parler comme à son habitude de son point de vue subjectif. Donc j'en arrive à ma première question pour toi Daniel. Si tu poses ton attention sur ta sensibilité, qu'est-ce qu'elle te dit là tout de suite ? Si je pose mon attention sur ma sensibilité, ce qu'elle me dit, c'est d'abord ce que je pense, parce que moi je suis un mental, que je suis excité et que je suis heureux de transmettre ce qui me tient tant à cœur et c'est en quoi il y a des fois c'est difficile de communiquer ce que j'ai pu apprendre et comprendre et expérimenter. Et à chaque fois que j'ai l'occasion, j'ai l'impression que c'est un espace de respiration, un espace où je peux, enfin transmettre des choses qui, à mon avis, vont être absolument indispensables dans la vie des gens qui vont nous écouter. Super. Eh bien, je vais commencer par le b.a.-ba, comme si on était en fac de philo et qu'il faille définir les termes avec lesquels on va cheminer pendant ces quelques minutes. C'est quoi, avec tes mots, pour toi, l'ego ? Souvent, je parle plutôt de cellules de crise égotique. C'est un système qu'on a mis en place, que chacun d'entre nous avons mis en place, avec comme objectif de survivre, donc de nous adapter dans le monde dans lequel nous arrivons. Nous sommes des êtres prématurés, ce qui va faire que lorsqu'on va naître, si on nous posait sur le dos, on serait une tortue et on aurait les quatre pattes qui bougent et personne ne nous retournerait. Donc on a besoin de compter sur l'environnement et on peut dire que c'est l'ego ou la cellule de crise égotique, c'est un ministre des Affaires étrangères qui va gérer en fait les interactions avec l'environnement tant que, normalement, on est dépendant de l'environnement. Au fur et à mesure que nous sommes moins dépendants, pas autonomes, mais au moins interdépendants, c'est-à-dire qu'on est capable de mener des contrats, eh bien, c'est cette cellule de crise, c'est une qui va faire le job et répondre à ce que l'analyse de la cellule de crise croit que l'environnement attend de nous et qu'on va essayer de fournir de manière à ce que ensuite l'environnement nous fournisse ce que nous croyons que nous avons fondamentalement besoin, et c'est le cas de l'amour, de la sécurité et de la reconnaissance. Donc c'est un mécanisme de survie génialissime. Et je dirais, tu verras dans le déroulement qu'on va garder toute notre vie et avec lequel il vaut mieux construire des relations de qualité, de coopération. C'est simplement que chacun doit être à un moment donné à sa place en fonction de notre évolution.
Ok. Merci pour cette Mm. réponse. Je me Mm. demandais si, quelque part, justement, ce dispositif d'urgence, alors qu'on est prématuré et qu'il nous faut choisir une stratégie pour obtenir ce dont on sent qu'on a besoin et Mm. déterminer que c'est la meilleure façon de l'obtenir, est-ce que c'est ça qui fait émerger le personnage dont on reste parfois l'esclave durant des décennies? Il va nous accompagner toute notre vie. À un moment donné, on peut espérer qu'il va se dissoudre un peu, mais oui, c'est bien ce mécanisme-là qui fait que, en réponse au vide auquel on a à faire face à notre naissance, on va essayer de combler ce vide, on va essayer de le remplir, parce que lorsqu'on se trouve à la naissance et que nous sommes euh, dans ce nouveau monde qui s'ouvre à nous, cette mise au monde, tout ce qu'on avait avant, c'est-à-dire avant la naissance, ben on l'a perdu. Cet enveloppement, cette communication, cette chaleur, cette proximité, on a tout paumé, on a tout perdu. Ce qui fait qu'on a on se retrouve dans le vide, mais ce qu'on trouve dans le vide, c'est ce manque de chaleur, ce manque de communication, ce manque de sécurité, ce manque de reconnaissance. Et pour pallier à ça, eh bien, on va essayer de sortir du vide. Et sortir du vide, ça veut pas dire on s'en éloigne, on le fuit, on part en courant du vide. Non, parce que, en fait, fuir le vide, ce serait la même chose que le vide. Alors, on va essayer de le remplir. Et on va le remplir, et là, tu as tout à fait raison, on va construire un personnage. On va essayer de devenir quelqu'un, puisque face à ce vide, on trouve qu'il y a un manque. Et il y a un manque, y compris de nous-mêmes, puisque nous, on n'a pas la conscience de nous-mêmes. Donc, on fabrique un personnage, on fabrique un quelqu'un. Et c'est marrant parce que si on regarde avec le temps, on réussit bien souvent à devenir quelqu'un, parfois quelqu'un qui aux yeux de la société peut être quelqu'un de réussissant ou de raté, peu importe. Mais imaginons qu'on ait réussi à construire un personnage qui, lui, soit aimé, soit reconnu. Même ce personnage a acquis une forme de sécurité sociale, financière, etc. Et puis, à un moment donné, on va se rendre compte que ce quelqu'un, ben, malheureusement, c'est pas nous. Et que tout ce qu'on a construit n'est pas, en fait, en lien avec qui nous sommes, mais avec le personnage que notre cellule de crise égotique a mis en place dès les premières heures, les premiers jours de notre vie. Ok, c'est très clair. Et du coup, me vient la question fondamentale et qui, bah, vraiment est venue en préparant ces questions de façon un peu foudroyante, même si j'étais déjà passé par là, mais bon. Est-ce que naître à cette incarnation d'humain, est-ce que c'est un traumatisme en fait, finalement? Écoute, moi je te prends là, Mathieu Play, je te mets à poil et je te mets en plein milieu, soit d'une forêt amazonienne ou en plein milieu de New York, et t'as rien. C'est pas sûr qu'au moment où tu réouvres les yeux, tu trouves ça cool, tu vois, malgré le fait que tu aies un raisonnement, que tu aies de l'acquis, tu t'en es déjà sorti, t'as déjà traversé des trucs, il y a de la confiance, il y a de la référence, donc tu peux y arriver. Pour un enfant, il y a rien du tout. Pour moi, dans mon modèle du monde, je peux vraiment dire que j'ai reconnecté avec cet enfant, mais très 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 loin. C'est un traumatisme. C'est un événement. Pour la maman, c'est un accouchement. Pour l'enfant, c'est une naissance. Et pour le monde, c'est une mise au monde. Mais on passe d'un endroit qui était totalement plein, tu te rends compte, juste avant de naître, quelques jours, on est plein, on est enveloppé, il y a de la communication, il y a de la chaleur, il y a de l'échange, il y a un monde qui est plein, sauf que ce monde plein, c'est pas le nôtre, c'est celui de maman. Donc quand on va naître, quand on va être mis au monde, eh bien on rentre dans un autre monde, mais qui n'est pas notre référence. Est-ce qu'on peut avoir un sentiment terrible qui est traumatisant? La réponse est oui. Parce qu'on se trouve dans un monde où on verra tout à l'heure, en fait, où on a un cadeau, c'est-à-dire le vide. On verra ce que c'est le vide pour un adulte, mais on a un cadeau, c'est le vide. Ça va nous permettre de mettre en œuvre notre plein potentiel. Mais pour un enfant de quelques minutes, quelques heures, quelques jours, quelques semaines, le plein potentiel, moi j'ai commencé à entendre parler de ce mot-là, j'avais 30 ans. Donc hors de question d'avoir le recul nécessaire pour comprendre ce que c'est que
d'avoir ce cadeau du vide. Non, pour l'enfant, ça génère une détresse infantile parce que le vide est associé au manque. Il manque dans ce monde ce qu'il y avait dans le monde de maman. Et donc, quand il manque quelque chose, on n'a qu'une envie, eh bien, c'est de combler ce vide avec un personnage, avec des comportements, avec des possessions, mais aussi avec un personnage qu'on ne sera surtout pas, avec des comportements qu'on n'aura surtout pas, ça veut dire des autorisations, enfin des obligations et des interdits, avec des objets, avec des choses qu'on ne possédera certainement pas et des choses qu'on possédera certainement. Tu vois bien qu'il y a des gens autour de toi qui disent « Ah ben non, moi certainement pas, j'aurai certainement pas de micro-ondes ». Mis à part le phénomène qui peut s'expliquer des ondes, etc., c'est parfois beaucoup plus religieux que technique, tu vois. Donc, la naissance, oui, dans mon modèle du monde, c'est un traumatisme et qui va expliquer la raison pour laquelle on a cette satanée peur du manque et qui nous fait toujours combler. Et d'ailleurs, quand on est parfois dans des situations où on est un peu tendu, on va se rendre compte qu'on va combler avec des actions un petit peu débiles. On va scroller sur son téléphone, on va se mettre à bouffer une tablette de chocolat. En fait, on n'arrête pas parce que le vide, on en a peur et c'est bien naturel, faut juste le savoir. Ok. Déjà, je te remercie pour ta réponse parce que ça m'a donné l'occasion de m'imaginer nu au milieu de New York et ça m'était jamais arrivé. Avec plaisir, tu sais. Le truc qui me venait au-delà de la blague, c'est simplement en fait, on est obligé à ce moment-là de devenir quelqu'un et il y a tous les possibles du monde. C'est à peu près ça. Oui. C'est urgent, il faut devenir quelqu'un. Oui, parce que on a le sentiment d'être personne. L'ego, il est là pour montrer qu'on existe. Donc, pour montrer qu'on existe, il faut montrer quoi? Quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est pas tout à fait moi, puisque c'est un moi qui va être amélioré, un moi qui va être customisé, un moi qui aura des obligations et un moi qui aura des interdits. L'interdit, par exemple, d'être faible, ou l'interdit de faire des erreurs, l'interdit d'être comme tout le monde. Enfin, on reprendra bien évidemment l'ensemble des personnalités, des personnages de l'énéagramme, puisque cet outil qu'est l'énéagramme, que tu connais très bien aussi, nous informe des différents personnages qui ont été construits par notre cellule de crise égotique de manière à pouvoir faire face au vide. Mais c'est pas le vide qui pose problème, hein. On va dire c'est le manque qu'on perçoit dans le vide. C'est ce qui, tu sais, c'est j'étais l'autre jour, j'ai une fille qui est une artiste et puis j'étais en backstage parce qu'on est invité et tout ça et puis un gars qui m'appelle qui était derrière les ganivelles, tu sais, les barrières, tu sais, il me dit ouais, est-ce que je peux rentrer? Je dis non, je suis son père, qu'est-ce que je fous, je fais pas partie du truc. Je dis non, je peux pas. Et le temps se passe et puis je le vois, il est toujours derrière son truc et il me rappelle 1 heure après, il me dit ah, s'il te plaît, je peux passer. Je dis non, moi j'y peux rien, je suis pas dans l'organisation. Et je me dis ce type-là, il a passé sa soirée en vivant un manque. Pour lui, il n'arrivait pas à vivre le vide, c'est-à-dire à un moment donné les choses telles qu'elles sont. Parce que le vide, c'est pas l'absence, c'est les choses telles qu'elles sont. Mais quand il y a un manque, et lui, il y avait un manque dans son modèle du monde. Il y avait le manque d'être à un autre endroit qu'à l'endroit où il était. Bon, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est gâché monumentalement sa soirée. Et je me souviens d'une petite nana qui était là, qui est une amie que je connais bien et qui connaît bien ma fille aussi, et qui était du côté des spectateurs, mais qui a passé toute sa soirée à s'éclater. Et je lui dis alors c'était bien, elle m'a dit ouais c'était génial, parce que justement c'est cette différence. Les gens malheureux ont cette capacité dans le vide, et le vide n'est pas rien, mais c'est ce qu'il y a. Quand on arrive au monde, on n'arrive pas dans le vide. En fait, on arrive dans ce qu'il y a. Mais pour nous, c'est du vide puisqu'il manque des choses. Mais quand on est capable de faire face au vide sans le manque, alors on a plutôt tendance à être heureux parce qu'on jouit, on est dans l'expérience de ce qui est et on est dans la jouissance de ce qui est, alors que quand on a le manque, on ne peut pas jouir de cette expérience puisqu'il manque quelque chose pour en jouir. Et donc, en fait, c'est le chemin le plus court pour être malheureux. Tu vois ouais, et c'est ça qui fait la clé. Et à chaque fois que je me mets parfois un petit peu chagrin, je me dis waouh, qu'est-ce que je suis en train d'imaginer qu'il manque? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à être là
en étant comblé de ce qu'il y a. Eh bien, c'est en général parce que ma petite cellule de crise égotique s'est fait un petit peu titiller par un des événements, par un des personnages autour de moi, et elle a le sentiment, ma cellule de crise, qu'il y aurait quelque chose à donner à l'environnement pour que l'environnement m'envoie ce dont je crois ou selon ce que ma cellule de crise croit avoir besoin, c'est-à-dire de l'amour, de la sécurité ou de la reconnaissance. Ça, c'est toujours le trio infernal. Ok. Bah, du coup, en t'écoutant, je me dis, si ça se trouve, l'ego, j'aurais envie de te proposer une définition spontanée. Ce serait une stratégie qui se prend pour quelqu'un, qui finit par se prendre par... C'est une stratégie qui, en fait, c'est pas elle se prend pour quelqu'un, elle perçoit qu'elle est dépendante et elle considère que il y a un deal à faire. Pour l'instant, il va falloir s'adapter. Et s'adapter, c'est comprendre ce qui va permettre à l'environnement de prendre soin de nous. Et donc, pour ça, il y a trois propositions. Être quelqu'un, faire certaines choses et posséder certaines choses. Donc, la cellule ou l'ego a pour fonction de produire pour l'environnement ce que la cellule de crise croit que l'environnement a besoin pour que l'environnement nous donne ensuite ce que nous ne pouvons pas fournir par nous-mêmes puisque nous sommes trop petits et donc trop dépendants, incapables de satisfaire ça par nous-mêmes. Donc c'est un deal, c'est un business. C'est-à-dire que c'est pas du tout c'est très authentique, mais voilà, il y a plein de gens qui sont pas à l'aise avec ça, ce qui disent bah ouais, c'est les affaires, c'est du business, en fait tout ça c'est de la manipulation. Bah ouais, carrément, bah oui carrément, mais on ne peut pas ne pas manipuler. Hein. Donc la cellule de crise, elle fait le job. Tu dois survivre, tu dois survivre, tu dois survivre. Quel environnement, quel environnement. Donc ça veut dire qu'un petit garçon, une petite fille qui arrive aujourd'hui en Israël ou en Palestine, elle va s'adapter. Elle arrive dans une famille riche ou une famille pauvre, elle va s'adapter. Elle va comprendre la philosophie, elle va comprendre le fonctionnement. Elle va même en être tellement dépendante qu'il lui faudra 2 étapes pour s'en sortir. La première, c'est l'indépendance. D'ailleurs, souvent les parents disent ah ben ça y est, le petit dernier, il a pris son indépendance. Très bien. Eh bien, l'indépendance, c'est une étape. La deuxième, c'est l'autonomie. L'autonomie, c'est la distance, c'est-à-dire j'ai réussi à couper les liens avec la culture, l'histoire de ma famille ou de l'environnement dans lequel j'ai grandi, parce que je n'ai plus besoin, en fait, d'être au service de ce système pour que ce système me nourrisse d'amour, de sécurité et de reconnaissance. Et donc, je peux même en oublier les mécanismes pour commencer à me reporter sur moi-même et me dire maintenant la référence est interne, elle est endogène, elle sera plus exogène et donc ce n'est plus ce que les autres pensent, ressentent, me donnent ou ne me donnent pas qui va faire le job de mes propres décisions, c'est tout simplement moi qui vais désormais apprendre à avoir une référence endogène. Ok. Bon, on va revenir sur ces mots d'endogène et d'exogène qui sont au cœur de ton discours actuellement. Je veux bien que tu nous fasses un petit topo là-dessus et après je te poserai mes questions, ça va ? Oui, c'est comme tu le sais, j'ai mis une formation en ligne et puis je suis très préoccupé par cette notion d'exogène et d'endogène. Ce qui est exogène, c'est ce qui va émerger de l'extérieur. Ce qui est endogène, c'est ce qui émerge de l'intérieur. Je crois qu'il y a une alternance nécessaire entre l'exogène et l'endogène. À certains moments, c'est intéressant d'entendre des questions de notre environnement qui nous sont posées. De temps en temps, c'est valable aussi de se couper de l'environnement de manière à faire silence avec soi et voir les questions qui sont à l'intérieur posées, c'est-à-dire qui vont émerger. De la même manière, c'est intéressant d'être attentif aux émotions qui sont peut-être générées par l'environnement. Et si je m'étais coupé de l'environnement, comment est-ce que les émotions émergeraient d'elles-mêmes d'une manière endogène ? Pour que l'endogène puisse fonctionner, ça va être des pensées, ça va être des envies, ça va être des émotions, ça va être des croyances, ça va être des désirs, ça va être peu importe ce que c'est, ça va être toute la mécanique qu'il y a à l'intérieur de moi. Et pour ça, il faut du temps. Il faut du temps pour entendre ce monde intérieur. Et donc, pouvoir se couper du monde exogène parce que autrement moi ça m'arrive des fois parce que j'écoute ni la radio ni la télé, des fois je me dis allez je m'écoute un peu d'informations dans la bagnole.
Et là, plein de questions, et je suis en exogène et j'essaye de répondre à des questions qui sont pas les miennes, dans des pays dans lesquels je n'irai peut-être jamais, à des solutions auxquelles je ne peux rien apporter, et ça me déporte, en fait, de mon endogène. Donc l'endogène, c'est le rendez-vous que je vais prendre avec moi et dans lequel je vais écouter ce qui se passe à l'intérieur, entendre, ressentir, écouter, voir en fait où est-ce que ça me porte, où est-ce que ça m'emmène. Ça, ce sont des moments extrêmement importants. Et je crois que on peut être dans la compulsion inverse, exogène, c'est-à-dire toujours se dire, ben j'ai pas envie de trop écouter à l'intérieur, donc ce que je vais faire, je vais suivre 1000 formations, je vais écouter 1000 conférences, je vais écouter plein de trucs qui nous amènent à nous poser plein de questions. Oui, mais c'est l'exogène, ça, c'est les questions de l'exogène, c'est les questions extérieures. Elles ne sont pas mes questions intérieures, et mes questions intérieures, elles sont intéressantes. Comment je vais? Qu'est-ce que je ressens? De quoi j'ai envie, de quoi j'en ai marre, qu'est-ce que j'aimerais faire de ma journée, pourquoi je pense ça, tiens, quel est le souvenir que j'ai envie de laisser monter comme ça, tu vois. Ça me rappelle une fois, j'étais avec ma fille, elle était dans la piscine et elle appuyait sur un ballon comme ça, le ballon était sous l'eau. Et à un moment donné, je l'appelle comme ça, puis elle est surprise et elle lâche le ballon et le ballon il remonte. Et j'ai trouvé ça intéressant, c'est-à-dire que ce qui remonte, c'est l'endogène. Et pour ça, on a besoin de garder du temps et de lâcher prise. Lâcher prise, c'est pas non plus lâcher prise en disant ouais bon, je lâche prise, je l'emmènerai pas au tribunal. Non, c'est lâcher prise, c'est prendre conscience. C'est-à-dire à un moment donné, je lâche prise sur le fait d'être complètement addict à de l'exogène, parce que l'exogène, en fait, en choisissant mon exogène, je choisis à quoi je pense. Je choisis ce que je ressens. Je choisis le monde de mes désirs. Je choisis le monde dans lequel je vis. Mais quand je me coupe de tout ça, je suis dans le lâcher-prise de tout ce qu'il y a à l'extérieur, et ce qu'il y a à l'intérieur, ça remonte, puisque c'est entendu actuellement comme un enfant qu'on n'a pas l'habitude d'écouter parce qu'on lui dit toujours ce qu'il a à faire, puis à un moment donné, on passe du temps avec lui, et toi, ça va? Et puis tout d'un coup, il se met à parler, on se dit, waouh, putain, j'aurais jamais imaginé tout ça. Et donc, c'est cette notion d'endogène et d'exogène. Je crois que nous sommes des consommateurs d'exogène. Et c'est une erreur. Je pense que c'est très intéressant de se former. C'est très intéressant de lire des livres. Et puis, il y a des moments, il faut pas se former. Il y a des moments, il faut pas lire de livres. Il faut simplement se laisser guider vers l'intérieur pour comprendre justement les mécanismes qui opèrent. J'ai beaucoup progressé dans ma vie en suivant des formations. J'ai beaucoup progressé en écoutant des gens beaucoup plus intelligents que moi, mais je n'ai jamais progressé autant que quand j'ai fait silence avec moi-même et que j'ai laissé monter. Et tu vois, tout ce dont on parle, de l'ego, etc., ça, c'est des choses que j'ai vécues de l'intérieur et que j'ai accueillies depuis bien longtemps. Et malgré tout mon exogène, je ne trouvais pas de réponse à ce que je ressentais à l'intérieur. Et en finissant par écouter, j'ai compris en fait comment je fonctionnais. J'en ai parlé avec d'autres gens, ils m'ont dit moi c'est pareil. Et puis je me suis rendu compte que c'était tout à fait universel. Donc l'exogène, oui, de temps en temps, mais c'est comme l'inspiration et l'expiration. L'un comme l'autre, on est obligé de les pratiquer de manière alternée. Là c'est pareil. Donc attention à ceux qui me parlent faire du développement personnel et qui ne passent pas un week-end sans faire un stage, et qui, lorsqu'on leur demande c'est quoi ton meilleur souvenir, ah ouais, la semaine dernière j'étais en stage, machin, etc. Je dis oui, mais dans ta vraie vie à toi, en fait, il se passe quoi à l'intérieur de toi? Il se passe quoi? Est-ce que là tu me récites les trucs qu'on est tous capables de répéter parce qu'on a tous suivi les formations de développement personnel, la bienveillance, machin, etc. Mais toi, comment ça va? Comment ça se passe à l'intérieur? Donc c'est la différence qui me semble intéressante à faire entre les deux. Ok, super. Merci pour ça. Et tu vois, ça me fait penser à plusieurs choses. Alors déjà, ça me fait penser à la première question que je t'ai posée en te disant qu'est-ce qu'elle te dit ta sensibilité? Je te fais faire de l'endogène avant qu'on commence à discuter. Bon, je l'avais jamais formulé comme ça, mais finalement. Exactement. Oui, et ce truc est fondamentalement important, y compris dans les relations. C'est très très bien d'apporter de l'exogène, mais c'est très très bien aussi d'être attentif à l'endogène de l'autre et qu'est-ce qu'il vit, et puis qu'est-ce qu'il a envie de partager, tout ça, et puis de laisser justement lâcher prise. Alors c'est surprenant parce qu'on va sûrement apprendre des trucs qu'on n'avait peut-être pas envie d'apprendre et pas apprendre des trucs qu'on aurait voulu apprendre, mais c'est ainsi quoi. Mm.
Et du coup, je me suis dit aussi, je fais une alternance d'endogène et d'exogène. L'exogène, ce sera cette chaîne, parce que justement, c'est des contenus qu'on peut consulter et où il y a des personnes qui s'expriment sur des sujets précis. Et puis, deuxième chose, je fais de l'endogène accompagné lorsque je propose des séances avec des personnes, puisqu'on va aller à la rencontre de leur endogène. Endogénéité, ça se dit ou pas? Ah oui, puisqu'on vient de le faire. Oui. Très bonne réponse. Oui, bien sûr. Ok. Et puis, on parlait de vide depuis le début et tu as utilisé le mot silence. Et évidemment, ces deux mots sont très liés. C'est-à-dire que dans le vide, il n'y a pas rien. Et dans le silence, il émerge des choses. Oui. Oui, bien évidemment. Dans le vide, il n'y a pas rien. Et le silence, justement, nous permet aussi d'entendre ce qu'il y a. Et nos yeux nous permettent de voir ce qu'il y a. Et il y a des milliers de choses, il y a des possibilités absolument incroyables lorsqu'on est dans le vide, c'est-à-dire non pas dans le vide, mais dans ce qui est, et qu'on n'est pas dans le manque. Là, on commence à jouir de la vie. Et c'est là où c'est intéressant. Mais pour ça, il faut à un moment donné, tu peux pas faire silence si tu crois qu'il manque quelque chose. Voilà. C'est tout. Et la première étape, c'est de l'accepter. Et ça, c'est une conquête incroyable de réussir à rester dans le vide, dans le silence, sans y voir le manque ou en traversant le manque. Tu vois, pour moi, c'est la plus belle des victoires. Elle est là. Et le monde est construit exactement à l'inverse. Si quelqu'un accepte d'être dans le vide, dans ce qui est, sans avoir besoin de rien, c'est un très mauvais consommateur. Mais c'est rigolo parce que si tu inverses, tu es dans la conquête d'un côté et dans la quête con de l'autre. Oui, oui. Oui, et elle est con, cette quête de vouloir... On n'a pas encore parlé du paradoxe du vide, mais c'est quel dommage de se priver de ça. Et de ne pas mettre justement son intention à aimer ça. Donc à être capable de voir le vide, de voir le manque, et c'est OK. Voilà. Au départ, c'est juste OK. Au bout d'un moment, on va se rendre compte qu'on peut jouir du moment, parce que ça y est, on a traversé cette peur du manque, et là on est en train de jouir de la situation. Donc c'est un repas de famille, c'est une fête entre potes, c'est une soirée pizza où il y en a pas avec des anchois, mais on peut quand même jouir de la soirée. Et c'est tout ça. On est avec une bande de personnes, il manque 3 personnes, donc toute la soirée on peut dire merde, il manque quand même 3 personnes, merde. Ou à un moment donné, on dit, en fait, sur les 10, il y en a 7 qui sont là. Ils sont là. Oui. Donc, OK, on y va. Voilà. Et c'est avec ça que ça va être intéressant. Est-ce qu'il faut toujours être d'accord et aller dans le matching par rapport au fait de toujours matcher avec ce qui est et ne jamais regarder ce qui manque? Non. Mais lorsque c'est plus un choix, lorsque c'est une angoisse fondamentale de fuir ça, eh bien, on n'est plus du tout dans une question de liberté. Et ce qui nous intéresse derrière, toi qui connais aussi la définition de l'énéagramme, qui répond à la question suivante: qu'est-ce qui nous éloigne de Dieu, qu'est-ce qui nous éloigne de nous-mêmes et qu'est-ce qui nous éloigne de la liberté? Eh ben, c'est notre cellule de crise égotique avec la peur. Ouais. Et donc le manque. Super. Eh ben, écoute, je trouve que c'est capital de faire ça, et c'est capital aussi pour moi, en tout cas, je ressens le besoin de m'adresser à toi qui regarde cette vidéo et de faire une petite parenthèse en disant, on a tous peur du vide. On est tous construits pour en avoir peur, je crois, puisque si je suis ce que Daniel vient de dire, il y a une obligation face à la panique d'arriver dans ce monde avec le vide autour de nous, avec le vertige qu'on peut ressentir. On est obligé de construire quelque chose. Et ce quelque chose, il nous distancie de cette peur qu'on a eue à un moment donné. Et donc, c'est confronter le vide, c'est quelque chose qui est à la fois souhaitable. Et donc, quand on qualifie de quête con, moi, je m'amuse avec ça. Mais il y a la possibilité d'être presque en impossibilité de s'offrir
ce vide, de s'offrir ce silence et de souffrir diablement de pas pouvoir le faire. D'ailleurs, les gens qui suivent des formations les unes après les autres, ils aimeraient s'offrir ce silence, j'en suis sûr. Ce serait ça le bout de le bout de l'intention, d'une certaine façon. Oui. Absolument. Et moi, j'aime bien comparer la vie à une course aux 24 heures du Mans. Et je trouve que ce qui est kiffant, c'est d'être sur la piste. Une formation, c'est un arrêt au stand et on sait à quel point chaque dixième de seconde est compté et que tout le monde est là dans l'équipe pour que l'arrêt au stand dure le moins longtemps possible parce que la vie, elle est sur la piste. Et quand on commence à raconter la course en disant ce qui s'est passé au stand, c'est que peut-être il y a un petit décalage qui est pas bon. Ouais, c'est très clair. Ouais. Voilà. Et puis, du coup, si je reformule une partie de ce que j'ai reçu, tu vas me dire si tu es OK avec ça. Moi, je parle du super pouvoir de l'attention, alors parce que il me semble que il peut être vécu en fait en inconscience ou en conscience, et le fait de déléguer son super pouvoir de l'attention sans le connaître, c'est faire de l'exogène et se poser les questions qu'on nous demande de nous poser dans l'ordre dans lesquels on nous demande de les poser, et bien souvent, comme tu le soulignais, face à des choses auxquelles on ne peut rien faire finalement. Et donc, du coup, on ne prend pas ce pouvoir-là, on n'en prend pas conscience. Mais prendre conscience de ce super pouvoir, c'est décider de où on pose cette attention et à quoi on la dédie d'une certaine façon. Ça te va ? Absolument. Je reprendrai cette petite phrase que j'adore, tout ce qui est souligné grandit. Et donc, c'est à nous, effectivement, de poser notre attention sur ce qu'on a envie de voir grandir. Et pourquoi, j'aime bien aussi ta remarque, pourquoi est-ce que je dirais l'ensemble des journaux nous affublent en permanence de choses qui se passent dans d'autres pays sur lesquels en fait on ne peut rien faire. C'est aussi pour nous habituer à intégrer la notion d'impuissance. Et l'objectif, c'est de remettre notre attention sur ce sur quoi on a de l'action, c'est-à-dire notre propre vie, et aussi la vie des gens qui nous entourent, nos proches, etc. Mais absolument, c'est plus nos proches, notre action a moins d'impact, même si elle en a toujours un peu. Et donc, c'est reprendre le pouvoir de notre attention et d'être capable de la laisser malgré ce qu'on ressent et de ne pas se laisser dicter où est-ce qu'on doit la mettre. Mais ça commence très tôt. Tu vas avec tes parents au zoo et déjà tes parents ils te disent regarde, t'as vu, regarde l'ours, t'as vu, regarde machin. Toi t'es là, t'avais envie de regarder une fourmi qui est en train de monter sur ta godasse et on te dit non il faut regarder le singe, il faut regarder le dromadaire, et à chaque fois c'est pareil. Mais si tu prends un journaliste qui commence un reportage, il y a le truc que j'ai toujours remarqué, c'est que juste avant le reportage, le journaliste pose toujours une question parce qu'en posant la question, il décide de l'endroit où tu mettras ton attention. Tout à fait. Et donc, c'est un travail impossible à faire, le travail endogène, et la possibilité de mettre son attention sur l'intérieur de nous-mêmes à partir du moment où on reste en permanence sollicité. Parce que dès qu'une question est posée, on a besoin d'y répondre. Moi, si je te demande de ne même pas penser à la réponse et de même pas vouloir y répondre, mais si je te demande ce que tu as mangé dimanche soir, il y a une partie de toi qui est déjà en train de bosser pour aller chercher à y répondre. Et même si tu dis putain non, on est en pleine interview, je vais quand même pas penser à ce que je bouffais dimanche soir alors que là tu es en train de le faire. Et donc c'est très difficile parce que la question elle est posée et une question posée, elle attend sa réponse. En fait, tu vois, c'est Jacob et Delafont, ça va ensemble. Laurel et Hardy, ça va ensemble. Donc à chaque fois, ça va ensemble. Une question posée, c'est là où va notre attention. Donc, on va se servir aussi des questions, comme tu l'as fait au début. Quelle est ma sensation interne? Pour aller orienter son attention. Et même des fois, on va juste se couper de l'environnement, laisser le silence, parce que il y a des choses qui peuvent remonter sans qu'on ait du tout sollicité, mais c'est parce que on sent qu'il y a l'espace, on sent qu'il y a le temps, on sent qu'il y a l'énergie d'accueil, et c'est ce qui fait que, en fait, que ça va fonctionner. Ouais. J'aurais deux choses en rebond à t'exposer. En fait, si tu veux, j'ai une image, moi, qui me vient depuis que j'ai pris conscience de ça. C'est que au niveau des informations qu'on nous donne tous les jours, il y a regardez là-bas, et tout le monde qui va dans cette direction et qui regarde, et après ça fait peur, hein. Vous pouvez rien y faire, hein. Oh, regardez là-bas.
et ainsi de suite. Et donc, du coup, j'ai l'impression que c'est vraiment cette danse qui est menée. Et d'autre part, j'ai l'impression que justement, ça devient endogène et que donc, du coup, on laisse le vide s'exprimer. On va être attentif aux idées qui flottent dans l'air, d'une certaine façon. Et c'est là qu'on va avoir des illuminations, des déclics, on va avoir des informations qu'on n'a même pas demandées, mais par contre qui font se toucher différentes choses qui nous concernent. Et ça fait une sorte de petit déclic comme ça, et c'est toujours appréciable. Moi, j'adore ça. Oui, c'est pour ça que il se passe des choses quand on part en vacances, parce qu'on change d'exogène. C'est pour ça que on est sur un lit d'hôpital, s'il n'y a pas la télé, on va être, il y aura moins d'exogène, et en fait, en tout cas, pas celui qui est habituel. Et l'endogène va se trouver transformé. Et à partir du moment où on commence à écouter ce qui se passe à l'intérieur, quoi qu'il nous arrive comme emmerdement, ça s'arrange. Et puis, il y a une partie de moi qui peut pas s'empêcher de sourire en disant que si les gens écoutent vraiment ce qu'on dit, ils éteignent et ils vont faire du silence. Oui, bon. Mais c'est la liberté de chacun. Nous restons conscients du faible pourcentage de gens qui vont le faire, parce que c'est flippant sa mère, tu vois. Donc c'est horrible, c'est horrible. C'est-à-dire que tout ce qu'on n'a pas écouté, on l'a pas écouté parce qu'on avait peur. Je suis ravi de partager ce moment avec toi, Daniel, et je recadre un petit peu les choses en posant cette question. Peut-on être humain et ne pas avoir de personnage, selon toi? Non. Non. Et non. Le personnage, il est nécessaire. Je dirais, l'attitude qu'on a, simplement, on va se rendre compte que si quelqu'un frappe à la porte, on a des modifications naturelles et automatiques, tout simplement parce que on a une dimension sociale. Alors, est-ce que c'est un personnage social ou est-ce que c'est une dimension sociale? Un petit peu les deux, mon capitaine. Donc, à la naissance, on va construire automatiquement un personnage. Il va devenir plus ou moins élégant, plus ou moins mobile, et être capable de s'effacer lorsque la situation le nécessite et de se positionner quand la situation le nécessite. Il y a un très bon film qui s'appelle Powder, qui raconte l'histoire d'un enfant qui a été élevé dans une cave parce qu'en fait il supporte pas le soleil, et donc il n'est pas du tout adapté au monde du dehors. Et comme par hasard, quand il va dehors après presque je sais plus combien, 15 ans de sa vie, on se rend compte qu'il n'a pas d'ego. Et tout le film nous décrit en fait la vie de quelqu'un qui n'a pas d'ego et donc pas de personnage, et comment en fait le monde va brûler son cœur comme le soleil pourrait détruire sa peau. Voilà. Et en fait, c'est le parallèle que j'ai vu dans le film, puisque c'est l'époque où je travaillais là-dessus. Je vois ce film, je me suis dit waouh, c'est absolument incroyable. Donc, on va dire Powder, c'est l'antidote du loup de Wall Street, par exemple, tu vois. Donc, où il y en a un qui a un ego, c'est net, et puis il y en a un qui en a pas. Donc, si on est un humain et qu'on est encore vivant, c'est qu'à un moment donné, on a eu un ego, qu'il a plus ou moins bien marché. Parfois, notre ego marche très bien dans la société et on n'arrive pas à en sortir. Parfois, notre ego est complètement à côté de la plaque et il n'arrive même pas à faire le travail pour lequel il était fait, obtenir de l'amour, de la sécurité, de la reconnaissance, parce que les choses qui ont été stockées dans ce qu'il fallait mieux faire et pas faire, être et ne pas être, posséder et ne pas posséder, étaient raisonnablement de très très mauvais réglages, c'est-à-dire des réglages qui ont été faits dans des moments extraordinaires, et donc les réglages ont été mis en place par rapport à des moments extraordinaires, et malheureusement dans la plupart des moments ordinaires, ces réglages-là sont totalement délirants. Donc plein de gens ne peuvent pas se socialiser à cause de ça, ou très très mal, ou finissent par se détruire parce que le personnage est parfois tellement important que la coupure avec soi, elle est tellement violente qu'on est obligé de se mettre à boire ou à fumer pour oublier qu'on s'est oublié. Ouais. Oui. Et toi et moi, on en sait quelque chose. Oh, carrément. J'ai beaucoup bu et fumé dans ma vie, et fait plein de choses aussi pour me rendre compte à quel point
la fragilité du Lascar au départ, c'est-à-dire les premières relations avec les émotions que j'ai vécues à l'extérieur du ventre de ma maman ont raisonnablement pas été super rassurantes, et l'environnement dans lequel j'ai vécu n'a pas été super rassurant, ce qui a fait que le personnage a été au service d'un enfant qui était plutôt dépendant affectif, ou en tout cas affectivement fragile, et donc le personnage était démesuré. Ouais. Voilà. Donc aujourd'hui c'est beaucoup mieux, et d'ailleurs ça fait de ma vie personnelle 2 ans que je vis tout seul, et ça commence à porter ses fruits dans le fait de faire silence. Et pourquoi je parle de beaucoup d'endogènes, parce que je suis là-dedans, quoi. Et puis c'est pas l'autre, en tout cas c'est pas l'extérieur, c'est pas l'exogène qui va m'apporter cette rencontre avec moi qui n'avait jusqu'à présent pas eu lieu. Ouais. Donc il s'agirait de plonger dans ce vide plutôt que de tenter de l'anesthésier ou de le remplir d'une certaine façon. Mais, oui, mais pour l'enfant, il est normal qu'il l'ait rempli. Absolument normal. Parce qu'il peut pas faire face, lui, il n'a pas le discernement. On va aller sur la subtilité pour moi de cet entretien, qui est le paradoxe entre la liberté et le vide. Pour moi, la maman, quand elle va accoucher, elle va mettre son enfant au monde. Et le cadeau incroyable que peut faire ce monde, c'est de nous donner rien du tout. On va naître nu. Et ce cadeau, c'est le fait de dire, tu vois, Daniel, je t'offre la possibilité de nourrir le potentiel que tu veux. Tu peux devenir qui tu veux. Donc moi, si j'avais eu à la naissance cette conscience-là, j'aurais dit waouh, merci, merci la vie pour ce merveilleux cadeau, merci ce monde de me permettre dans ce monde de devenir qui je veux, de vivre tous les rêves possibles. Je peux devenir enfin voilà, tu vois, l'imaginaire est absolument total. Non, je dis pas ça. Moi, je dis qu'est-ce que c'est que ce merdier? Où est-ce qu'il est, le ventre de maman? Où est-ce que c'est l'amour? Où est-ce que j'entends plus son cœur battre? J'entends plus, je ne ressens plus sa chimie à l'intérieur de moi. C'est une catastrophe, etc. Donc moi je peux pas voir quand j'ai quelques jours que ce qu'on m'offre c'est un cadeau. Moi ce qu'on m'offre c'est une boîte vide, et cette boîte vide elle m'effraie. C'est comme un puits sans fond. Donc je suis totalement paniqué. Je suis dans une détresse infantile absolue. Donc hors de question d'imaginer que ça puisse être un cadeau. Pour moi c'est du manque, c'est du manque, c'est du manque. Je suis dans le vide, c'est du manque. Donc qu'est-ce que je fais? Je remplis par une compulsion absolue. Il faut absolument qu'il y ait quelqu'un, il faut absolument qu'on fasse des choses, il faut absolument qu'on possède des choses. Et ce qui est drôle, c'est qu'au fur et à mesure que je vais combler ce vide, eh bien, je pourrais dire, c'est bon, je commence à être rassuré, je commence à aller mieux. Alors, dans un sens, oui, parce que ça me permet, malgré tout, avec plus ou moins d'efficacité, d'obtenir de l'amour, de la sécurité, de la reconnaissance. Mais tout ce que j'ai mis en place pour lutter contre ce manque, au fur et à mesure que je le bâtis, que je le construis, eh bien, je finis par avoir peur de le perdre. J'ai un statut social, je suis le premier, je suis chef des billes à l'école. Bon, on joue plus aux billes à l'école, mais moi j'ai joué aux billes. Et où je suis, j'ai fait 2 millions de vues sur Insta, machin, tu vois, bam. Ouais, mais la vidéo d'après, elle fait 800 vues, tu vois, 2 likes. Tu dis merde, enfin la vache. Et donc là, t'as la peur de perdre le statut que t'avais acquis quelque temps avant, où tu vois, t'as une bonne situation, t'es nommé directeur, t'es président, tes trucs, mais t'as une peur fondamentale de perdre. Donc c'est intéressant parce qu'à la naissance, on a la peur du vide parce qu'il y a la peur du manque. Alors quand il y a la peur du manque, on va combler ce manque, et quand on commence à combler ce manque, on a peur de perdre ce avec quoi on a comblé le manque. C'est donc, on est équipé de la peur de perdre. Donc en fait, quoi qu'on fasse, on est dans la peur. C'est toujours ce moteur-là. Ce qui caractérise la cellule de crise égotique, c'est la peur. Et la peur, c'est le moteur, c'est l'énergie qui fait fonctionner cette cellule de crise. Il va falloir du temps pour comprendre que ce vide,
C'était un cadeau. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pendant des années, on reste entretenu dans ce modèle de il faut être, il faut avoir et il faut faire. Et il ne faut pas être, il ne faut pas avoir, et il ne faut pas être tout un tas de choses. Donc, quand on est petit, on croit que c'est ça. À l'école, on nous dit, ouais, c'est ça, ouais. D'ailleurs, si on nous dit que ton bonheur dépend de qui tu es, il suffira qu'on dise que tu es un bon élève ou un mauvais pour te ramener dans le droit chemin. On te dira ce qu'il faut faire et pas faire pour que tu obtiennes de l'amour, de la sécurité, de la reconnaissance, avec un petit coup d'œil ou simplement un petit regard de mépris, un haussement d'épaule. Tout ça, les profs ont su faire à l'école. Ensuite, nos parents, est-ce qu'ils sont capables de faire ça? Non, parce que la plupart du temps, ils ont des enfants qui, quand ils sont beaucoup trop jeunes, ils sont encore pas sortis de leur cellule de crise égotique. Donc, ils commencent à en sortir alors que leurs enfants, en fait, ils sont éduqués et ils sont en train de partir. Donc, quand tu t'en rends compte, il est déjà trop tard. Et puis, est-ce que le travail a intérêt à ce qu'on soit des êtres libres, conscients que, en fait, le cadeau de la vie, c'est le vide, et que tes diplômes, tu te les mets, ta reconnaissance, tu te les mets, le fait que je sois le meilleur vendeur de ta banque, eh bien en fait j'en ai rien à foutre. Et même si on a des diplômes avec des remises et tout ça, avec des notre meilleur vendeur, ça y est maintenant il a plus une Clio mais il a une je sais pas quoi, et donc il a changé de voiture de fonction, son bureau est plus grand. Tout ça, ce sont des avantages qui sont par la cellule de crise comme de la rassurance, mais en même temps la peur de perdre. C'est pour ça que quand quelqu'un a un poste, une bagnole, je peux te dire qu'il va pas se laisser faire. C'est pour ça que les prisons sont aussi remplies de gens qui ne se sont pas laissés faire sur le fait d'avoir peur de perdre une nana, un poste, enfin, etc. Et donc, quand on commence à s'en rendre compte, c'est qu'on commence à être vieux, en fait. Tu vois, on commence à avoir 30, 40, 50 ans, et on se dit, mais c'est quoi ce truc? Pourquoi je suis toujours stressé? Pourquoi j'ai peur de perdre? Pourquoi j'ai peur du vide? Pourquoi j'ai peur du manque? Et puis, on se dit, mais c'est ça la vie. Mais ça rapporte rien, en fait. Les résultats sont pas bons. À part quelques-uns, si t'es Zidane, c'est sûr que tu vas avoir, ou du Gary, tu vas avoir bien évidemment de la reconnaissance, de l'amour toute ta vie. Donc t'auras même pas besoin de faire le travail personnel, mais vu que en fait tout ça est comblé, ils vont le faire les mecs, parce que sinon en fait ils se rendent compte que leur vie elle est creuse puisqu'elle est toute à l'extérieur et qu'à l'intérieur ça sonne un petit peu creux. Donc on a besoin d'aller se poser les questions absolument essentielles. Oui, mais au fond de moi, donc c'est là où on passe en endogène normalement, et puis on va commencer à écouter. Mais en fait, je suis qui? Je suis ce personnage-là, non. Je suis qui? Ah, si, moi, je suis pas le personnage un peu arrogant, complotiste que j'étais. Je suis qui? Ah oui, j'en sais rien. En fait, j'ai envie de quoi dans la vie? J'en sais rien. Je sais pas ce que j'aime au fond. J'ai une fille qui m'a dit ça un jour. Elle m'a dit, mais papa, j'ai toujours existé par rapport aux yeux des autres, et je ne sais pas. En fait ce dont moi j'ai envie. Et je dis, tu sais, toi, papa, écoute, j'ai pas d'avance. Hein. Et donc, j'ai dit, la seule chose qu'on peut faire, c'est de découvrir ce dont on a vraiment envie. Et donc, c'est plus, en fait, ce qui diminue l'angoisse de perdre, c'est plus ce qui diminue l'angoisse du vide, mais en fait, c'est ce qui fait sens, c'est ce qu'on aime, c'est-à-dire ce qui, à un moment donné, est en contact avec le soi profond. Mais il faut aller le connecter, ce soi profond. Et là, à ce moment-là, on se dit, ouais, mais moi, ma vie, elle est totalement encombrée de tout ce qu'il a fallu mettre en place par peur du vide. Et j'ai besoin de liberté, mais quand on veut reprendre sa liberté, on se rend compte que notre vie, elle est déjà pleine. Elle est déjà pleine, elle a été remplie par un petit garçon qui, lui, avait peur. Donc ce petit garçon, il avait peur, il a rempli notre vie par peur du vide, mais la peur du vide n'est pas ce qu'on désire. On a mis ça en place parce qu'à un moment donné, on avait cette impossibilité d'être autonome, d'être indépendant. Donc il fallait que ça vienne de l'extérieur. Donc on a fait pour l'extérieur ce qu'il fallait, pensant que l'extérieur allait faire pour nous. Mais en fait, on est en train de gérer tout ce qu'on a mis en place. Peut-être qu'on a un boulot qui nous plaît pas, mais on l'a. Peut-être ça fait déjà, on a 6 enfants. Des gens se disent, mais pourquoi on a 6 enfants? Je sais pas. Voilà. Maintenant, faut quand même s'en occuper. Pourquoi est-ce que on a cette maison au bord de mer? Pourquoi est-ce qu'on paye des fortunes pour inviter des gens, en fait, qui ne sont que des relations de travail dans lesquelles, on n'a peut-être pas trop de sens et on aime peut-être pas trop ça. Donc, on va se trouver dans un paradoxe. C'est qu'en nous cohabitent deux choses. Un enfant qui a la peur du vide et un adulte qui désire la liberté, en sachant que la liberté et le vide, c'est la même chose. Et c'est là où, en fait, pour moi, la clé s'est trouvée. Ça veut dire qu'on ne conquiert la liberté qu'en allant dans le vide, en acceptant qu'il n'y ait pas de manque.
Et le manque, on avait l'habitude de le combler parce que dès qu'il y avait du manque, on avait peur. Dès qu'on avait peur, c'était l'énergie pour le combler. Et puis une fois qu'on l'a comblé, avec ce avec quoi on l'a comblé, on a peur de le perdre. Et donc il faut retraverser tout ça. À chaque fois qu'on veut conquérir sa liberté, il faudra traverser plusieurs peurs. La peur du vide, la peur du manque, la peur de perdre. Et une fois qu'on a accepté ça, ça y est, on a récupéré notre liberté, puis petit à petit, on laisse partir parce qu'on réussit à le traverser. Et ça me rappelle une fois où j'étais un samedi soir de juillet, où je suis tout seul. Normalement, j'étais avec ma compagne, mais la relation s'était terminée. Je me promène samedi soir, il faisait beau, en mois de juillet. Et là, je me dis, waouh, ça pique un peu, je sens que c'est vide. Il manquerait bien quelque chose. Et là, je me dis, mon cerveau s'en fout en fait. Il faudrait juste combler ce vide en appelant n'importe qui, en envoyant un SMS à quelqu'un, un truc bien hypocrite en demandant des nouvelles de quelqu'un simplement parce qu'on a envie que l'autre personne demande de nos nouvelles. Et puis là, je me suis dit, non, en fait, si tu fais ça, t'es en train de combler le vide. T'es en train de combler le manque. Et tu continues, tu fais plus de la même chose. Tu veux jouir de ce moment-là, alors tu dois accepter que ce moment-là n'est pas vide, il est plein d'autres choses que ce qui manque. Et si tu veux jouir de ce moment-là, il faut que tu acceptes que cette peur, tu la traverses. Et c'est presque, ça se passait à la seconde. Je dis, ok, on traverse cette seconde-là, ouais, on essaye de traverser les 30 secondes qui viennent, ouais, sans appeler quelqu'un, sans rien faire. Et puis on se rend compte au bout d'un moment que, on a passé la soirée tout seul, qu'on a su quand même s'arrêter quelque temps pour regarder un ruisseau qui coule, s'arrêter quelque temps pour regarder en face de chez moi les grès, la croix de Baudélio. Et puis en fait, on se rend compte que, sans doute qu'à des moments on a vu que le manque. Et à des moments, on a vu le vide. Et à des moments, on a vu le vide comme une forme de liberté, de jouir. Et on était là, libre de tout, de jouir de ce qui était. Et donc, pour moi, la clé, elle va être là, à cet instant, à ce moment, à cette articulation, en acceptant le paradoxe que nous nommons d'une manière différente la même chose en fonction de si c'est l'enfant qui le regarde ou si c'est l'adulte qui le regarde. Quand l'enfant regarde la liberté, il y voit du vide. Quand l'adulte regarde le vide, il y voit de la liberté. Donc c'est ça qu'on a besoin de conquérir. Et rien, aucune formation ne pourra nous aider à faire ça. Nous avons à faire ce chemin-là d'un point de vue intime, d'un point de vue endogène et d'un point de vue vraiment je parlerai de l'intimité et il n'existe aucun gadget qui nous fait gagner ce chemin-là, ce territoire-là, cette destination-là, millimètre par millimètre, seconde par seconde, et puis on va dire sensation par sensation. J'aime toujours cette expression qui dit comment est-ce qu'on mange un éléphant? Bouchée par bouchée. Comment est-ce qu'on mange le manque? Bouchée par bouchée. Comment est-ce qu'on apprécie la liberté? Bouchée par bouchée. Mais on ne fera jamais l'économie de traverser les émotions qui nous ont fait, en fait, comme celle de la peur. La peur est une émotion qu'on doit traverser parce que sinon, on va jamais aller vers le territoire de la liberté. On va toujours rester à l'intérieur de ce qui est en fait notre propre habitude, ce qu'on appelle notre zone de confort, mais j'aime pas tellement ça parce que je trouve pas ça confortable. En fait, notre zone d'habitude, et c'est une clôture électrique qu'on peut accepter de traverser ou toujours rester à l'intérieur parce qu'on a peur de toucher le fil. On n'a pas le choix. Dans mon modèle du monde, on n'a pas le choix et il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas de médicament, il n'y a rien du tout qui peut nous faire ce travail-là. Il est une décision, comme quelqu'un qui dit j'arrête de fumer, comme quelqu'un qui dit j'arrête de faire ce travail parce qu'il m'emmène au burn-out. Je vais me prendre de la critique plein la gueule. Il y a plein de choses que j'obtenais de l'environnement. On me disait, mais regarde, t'as tout pour être heureux. Regarde, t'as une belle famille. Regarde, t'as un bon travail. Bah oui, mais t'as quand même la garantie d'un travail à vie. Bon, c'est sûr que peut-être pas très payé, mais bon, t'as quand même tes vacances d'été. Et gna, 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 gna. Tout le monde te dit, bah oui, bah écoute, si t'arrives des problèmes demain, bah écoute, tu fais des choix qui sont quand même un petit peu compliqués. Nous, on a bien voulu t'aider jusqu'à maintenant, mais là, franchement, les choix que tu fais, on sait pas, hein, papa et moi, on hésite. Hein, voilà. Et donc, on se retrouve à perdre de l'amour, on se retrouve à perdre de la sécurité, peut-être parfois même de la reconnaissance.
Eh ben tant mieux, parce que sinon, ça veut dire que les actions sont décidées par ce que les autres nous offrent en retour et non pas par ce que nous nous offrons en retour, c'est-à-dire un niveau de satisfaction et de sens. Voilà ce que je voulais, tu vois, pour moi c'est fondamental. On est sur un axe essentiel, et c'est pas le seul, mais dans les 3-4 piliers absolument essentiels dont on peut parler aujourd'hui, ça en fait partie. Ok, super, merci. Là, ça touche pour moi justement à l'aspect conditionnel et inconditionnel des choses. Alors, je vais vite te partager, j'essaie de le faire en peu de mots, c'est pour ça que je réfléchis un peu. Le truc, c'est que en fait, c'est comme si le personnage qu'on construisait, c'est ce personnage-là, en fait, qui est censé récolter de l'amour, mais le problème, c'est que l'amour va arriver à cet endroit-là de nous-mêmes qui est, du coup, une fraction de qui nous sommes. C'est la seule il y a engorgement à cet endroit-là, mais c'est pas l'endroit où on en aurait besoin, en fait. Donc c'est comme si on se décentrait pour obtenir l'amour qui va arriver à l'endroit où on n'est pas vraiment. Et c'est ça qui commence à tirer quand on commence à prendre de l'âge. Et d'ailleurs, c'est vrai, ça vient gratter dans ces moments-là, puisque tout à l'heure, toi, tu parlais de Dugarry et moi, j'ai compris. Donc, c'est vrai que tu as raison. On commence à être un peu vieux, hein, tous les deux. Oui, on me dit parfois de renouveler mes exemples. Ouais. L'autre fois, je parlais de Jean-Claude Brialy. Personne ne comprenait. Ouais. Mais tu vois, je te comprends encore une fois, merde. Dommage. C'est très mauvais signe pour ta gueule. Ouais, c'est clair. Mais donc, du coup, ce truc-là parce qu'en fait, il y a plein de versions de nous qu'on redoute de voir, et notamment celle qui est terrassée par ce vide, qui a peur d'être donc rejetée, abandonnée, persécutée, qu'on se moque de nous. Oui, bien sûr. Et donc du coup, tourner en dérision, et donc de montrer ce qu'on a de plus précieux et de déclencher du mépris, voire juste de la moquerie. Et ce truc-là, pour s'en départir, c'est vraiment compliqué, mais prendre conscience que l'amour arrive à un endroit qui ne nous nourrit qu'à moitié, puisque on est obligé de garder une certaine forme, donc de se tordre d'une certaine manière pour obtenir ça, et qu'on a réussi tant bien que mal à mettre ce truc de torsion en marche, mais il peut pas tenir tout le temps, quoi. Au bout d'un moment, ça va commencer à piquer, on va commencer à avoir mal au dos, et même physiquement, ça se traduit par, justement, quand on prend de l'âge, c'est là où ça commence à piquer, cette histoire aussi. Absolument, on commence à avoir des symptômes, des résultats qui nous conviennent pas. Et puis, t'as tout à fait raison. En fait, on est aimé à un tout petit endroit de nous, c'est celui qu'on met en lumière. Et ça fait chier, quoi, de voir que toute l'autre partie de nous, celle qu'on a mis dans l'ombre, eh bien, en fait, on l'a mis dans l'ombre parce qu'elle n'était pas aimée, elle n'était pas accueillie quand on était petit, selon notre cellule de crise. Et donc, on a appris à la mettre de côté et à ne plus l'aimer. Parce qu'on croyait qu'elle n'était pas aimable. Et donc, ça veut dire que non seulement il n'y a que la partie que notre cellule de crise veut bien montrer aux autres qui est aimée, donc c'est-à-dire une toute petite partie de nous, et celle qui a été mise dans l'ombre, nous, on l'aime pas. Et les autres peuvent pas l'aimer de toute façon puisqu'on l'a caché. Mais eux, ils la voient quand même. Et souvent, pourquoi est-ce que les choses se brisent parfois de manière malheureuse? C'est que l'autre nous a vus en entier, et il aime qui on est en entier, mais on ne lui propose que la partie que notre cellule de crise veut bien ne pas censurer. Et ça, c'est dommage, parce que on est plusieurs fois triste, parce qu'il y a une partie de nous qui n'est pas aimée de l'extérieur, et cette partie qui n'est pas aimée de l'extérieur, la plupart du temps, nous, on ne l'aime pas non plus. Donc, ça fait quand même beaucoup de choses, malgré donc l'amour qu'on peut obtenir pour un personnage qu'on a joué. Eh bien, à l'intérieur de nous, on est quand même vachement triste, parce que l'amour, elle n'est pas là, et cette tristesse-là, elle nous accompagne. C'est d'ailleurs elle aussi qui, à un moment donné, nous amène dans des dynamiques de dépression, et nous réveille en disant, d'accord, j'ai tout ce qu'il faut pour être heureux, gna 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 gna, mais je ne vais pas bien. Lorsque je fais un peu d'endogène, je vois bien que ce qui remonte, c'est pas la joie la plus folle. Tout à fait. Il y a des contradictions qui peuvent nous tenailler comme ça très longtemps.